Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. Les enseignants, spécialisés ou non, les éducateurs spécialisés, les soignants ont la fonction, la charge de s'occuper, de prendre soin, de s'inquiéter, de former, reformer, voire transformer intellectuellement, physiquement et sans doute psychiquement un autre, qu'il soit enfant, adolescent ou adulte. Dans un contexte institutionnel, sous cette trame de positionnement et de pratique se dessine en permanence l'idée de S. Freud selon laquelle exercer dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement et du soin était métier impossible. Inscrits dans des attitudes, des procédures, des fonctions spécifiques, ces acteurs s'appuient sur une formation professionnelle, plus ou moins longue et construite, une expérience d'exercice parfois partagée, mais tout autant sur une histoire personnelle, familiale, scolaire, dans une quotidienneté où se conjugue une relation complexe entre projets de chacun avec leurs désirs, espoirs, réalités, écarts, convergences et désillusions en confrontation et élaboration permanente. Les chercheurs, rassemblés autour de Monsieur le professeur émérite J.S. Morvan, ont collectivement œuvré à faire émerger chez les différents acteurs évoqués les représentations de leurs fonctions professionnelles à partir d'entretiens cliniques individuels. Nous avons là une force de cet ouvrage. Quand ces différents chercheurs, issus eux-mêmes de ces différents environnements professionnels, ont su construire un objet, une démarche de recherche et d'analyse commune pour faire émerger les questionnements, les regards sur les différentes façons de voir, percevoir et dire son métier, mais également évoquer l'avenir, le devenir de métier étroitement, intrinsèquement marqué par la relation à l'autre ou même à soi, face à face, côte à côte avec l'autre. RKS a souligné cette interrogation initiale et permanente. Ce que désire le formateur, ce que désire l'être en formation vont-ils coïncider et le peuvent-ils ? Cette recherche a reconnu chacun, malgré les différents parcours et pratiques, des acteurs dans des portraits professionnels où les notions de conflit, de coopération, de sublimation, de déception, mais sans doute fondamentalement de réserve, de soi et de l'autre, de sollicitude et de représentance, restent empreintes de l'individualité de chacun. Cette configuration s'élabore, se modifie, en permanence, en articulation avec les mêmes dynamiques à l'œuvre entre soi et l'autre. Un intérêt majeur de ce travail d'équipe de chercheurs, dans une triple confrontation, est d'apporter les éléments de compréhension de ces allers-retours entre désir et réalité, satisfaction et désillusion, où finalement apparaît sous-jacente une blessure narcissique que chacun porte comme une marque, une faille mais certainement tout autant comme une possible relance, d'envie, de résilience portée comme un autre ou nouveau désir de faire et faire faire. Entre art et science, entre une maîtrise et son ratage, nous sommes là à essayer de penser. En fait, nous naviguons à vue, comme les Grecs nous l'ont appris avec une intelligence rusée pour un voyage qui n'en finit pas. Les réflexions, les éléments de compréhension et les aspects d'explicitation et soucis de compréhension apportés ici seront, sans nul doute, pour les professionnels, les chercheurs, les sujets en formation, des repères, des balises pour aborder ces voyages qui n'en finissent pas. Yannick Gabillard. Liste des auteurs. Abilama Masson, Nada. Docteur en sciences de l'éducation, membre du conseil scientifique de l'IRTS Parmentier et formatrice auprès des étudiants éducateurs spécialisés. Auguin Ferrer Nathalie. Docteur en sciences de l'éducation, psychologue clinicienne, chargée de cours à Paris Descartes. Billot Annie. Docteur en sciences de l'éducation, infirmière puéricultrice, cadre supérieur de santé, formatrice école de puéricultrice. Croisy Jean-Pierre. Docteur en sciences de l'éducation, enseignant formateur à l'université de Cergy-Pontoise, IUFM de Versailles, chargé de mission à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Morvan Jean-Sébastien. Professeur émérite, faculté des sciences humaines et sociales, Sorbonne Paris Descartes, membre du laboratoire EDA, fondateur et directeur de Graphie. Netter Gérard. Docteur en sciences de l'éducation, enseignant spécialisé référent pour la scolarisation des élèves en situation de handicap, membre du conseil scientifique et pédagogique, intervenant au pôle psychologique du Centre lyonnais de formation continue sur l'interculturalité et le rapport à l'autre, FC ONI. Euskalowski Ruth. Docteur en sciences de l'éducation, comédienne, metteur en scène, pédagogue, professeur d'art dramatique, intervenante en milieu scolaire. Ont participé aux entretiens. Adno Isabelle. Docteur en sciences de l'éducation,
directrice d'une association de prévention spécialisée, Val-de-Marne. Simonin Marilus. Docteur en sciences de l'éducation, psychologue clinicienne au sein d'un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, accueillant des jeunes épileptiques en milieu scolaire. Torossian Plante Valérie. Docteur en sciences de l'éducation, psychologue clinicienne, chargée de cours à Paris Descartes. On suivi l'évolution de ce travail. Gabillard Yannick. Docteur en sciences de l'éducation, inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'inadaptation et de la scolarisation des élèves en situation de handicap. Welnowski Michelet Patricia. Docteur en sciences de l'éducation, psychologue au sein du cabinet de psychologie d'Open. Pour le secrétariat, Fédel Maryse. Présentation de la recherche. Qu'en est-il des métiers d'enseigner, d'éduquer, de soigner ? Comment enseignants, éducateurs, soignants vivent-ils leur profession ? Comment se représentent-ils ce qui les a conduits vers ces pratiques ? Ces questions de base devraient permettre de circonscrire les lignes de force qui sous-tendent ces engagements, ces pratiques, au décours des attentes, des appréhensions, des intérêts, des satisfactions, des frustrations, des projets. Nous tentons de décrypter, au-delà du ressenti, au-delà des explications avancées, l'arrière-plan de ce vécu tant vis-à-vis des aidés que de soi-même que de l'institution. Il s'agit de partir des lignes de front, de ce qui se joue au premier plan, conscient, pour mettre en relief les lignes de fond là où les mouvements subconscients prennent corps au déroulé des pratiques. Plus précisément, dans la jonction passé-présent-avenir, comment les trajectoires, les engagements vécus, prennent source dans les traces inconscientes et les trames des histoires individuelles mais aussi collectives dès lors qu'il est question de sujets, d'institutions, d'actions groupales. Qu'en est-il des représentations professionnelles de ces sujets qui ont choisi de venir en aide aux personnes en difficulté, démunies parfois perdues parce que décalées, isolées, dépourvues de tout sentiment d'estime de soi et de réussite? Qu'en est-il de l'implication personnelle qui se pose en termes de contre-transfert? Réponse au transfert de l'enseigné, de l'aider, du soigné alors que, en fond de toile, dans certaines circonstances, sentant une souffrance, celle de l'enseigné en échec, celle de l'éduqué en rupture, celle du soigné angoissé? Comment mener ce travail d'investigation? L'approche clinique situationnelle est le cadre et l'opérateur de ces analyses, en référence avec l'appareil théorique et clinique de la métapsychologie freudienne. Approche. La mise en place, l'analyse, l'interprétation se font par approximations successives, progressives, depuis le manifeste jusqu'aux couches les plus reculées de l'horizontalité de l'expérience relatée et parlée au travers des réseaux, connexions, liens et déliens, de ce qui se représente jusqu'à ce qui se déprésente, chemin difficile soucieux de demande de compréhension et de recherche de sens. Situationnel. Il est question d'espace, de territoire, d'appartenance, d'histoire vécue, éprouvée et reconstruite au travers de frontières tant réelles que psychiques, de strates superposées et enchevêtrées. Il s'agit en quelque sorte d'écouter, d'élaborer ce qui fait retour au travers des résurgences de l'histoire dès lors qu'il est question de mésadaptone tant physique, psychique que sociale. Clinique. La méthode privilégiée est l'entretien, voie royale comme le rêve vers les effets de sens, de déroute de sens, non-sens, faux sens, contresens, sans-sens, sens interdit, que l'analyse, lecture et écoute du dit en sont les révélateurs, dévoilent, par travail de décryptage et de déchiffrage autorisant ce passage de l'occultant vers une mise au jour symbolisante et éclairante. La confrontation à l'al-mal exacerbe des questions de sens, hors sens, en souffrance qui peuvent par le biais de ponts de sens, J.P. Valabrega, 1980, trouver apaisement. À entrer dans la complexité, dans l'historique, dans la profondeur des contradictions, l'approche clinique situationnelle, selon l'étymologie, en se penchant, crée les conditions optimales pour entendre ce qui au-delà de la singularité plonge, fait racine dans et de l'universel et en émerge. On comprend mieux, on comprend autrement ce qu'il en est de la souffrance du sujet aux prises avec les malheurs et les bonheurs, pour reprendre l'expression de François Tosquel de l'histoire de tout un chacun. Traces et marques qui sont d'autant plus sensibles qu'il est question de difficultés d'adaptation, et des représentations affectives, contrastées, auxiliaires, de combats qui les sous-tendent. L'intégration entendue comme reconnaissance de l'autre en tant que sujet à part entière s'y joue. Comme objectif politique et social actuel, il est parlé d'inclusion, notion qui réfère à l'idée d'enfermement et appelle donc vigilance quant à son usage.
Là où le psychique, entre corporéité et socialité se fait pivot et moteur, se trame et se déploie une dynamique vécue. L'acceptation de la non-acceptation en est le chemin de traverse et le passage vers l'intégrum est. Il est devenu libre de ne plus avoir à se montrer, assigné et contraint comme objet souffrant là où il se perdait et se perd comme sujet. Ce sont là les objectifs et les modalités que ces entretiens tendent à présenter et à illustrer. Ce sont là des pistes, des repères, des balises non exhaustives, élaborées pas à partir d'un angle d'appréhension privilégié, au travers d'un cheminement, témoin d'un questionnement de l'autre et de soi ainsi que de l'écoute qui lui est corollaire. Ce travail d'exploration se fait à partir d'entretiens semi-directifs, 8 à 9 sujets en exercice par secteur. Le questionnement général, quelles représentations, quelles aspirations, quels vécus, quels objectifs, se centre sur le choix professionnel et les motivations, intérêts, appréhensions, les projections dans l'avenir, le retour sur la formation, décalage entre attente et réalité, le vécu professionnel avec les qualités requises, les fonctions, les qualités, la notion de réussite et d'échec professionnel. S'y ajoutent les figures marquantes, les images qui surviennent face aux situations de ME accent aigu et s'adaptation en général, la pluridisciplinarité, la pluriprofessionnalité, apport, conflit potentiel, place et rôle de l'institution. Les professions de l'enseignement. Gérard Netter, Jean-Pierre Croisy, Ruth Skalowski. Introduction. Notre outil d'investigation est l'entretien clinique semi-directif, moment relationnel particulier entre le chercheur qui sollicite et le locuteur qui s'exprime avec toute son ambivalence, avec ses conflits de base et l'incohérence de son inconscient. Cet entretien est à comprendre comme une séance où s'énoncent, se disent, s'entendent à deux, des configurations de représentation qui s'organisent, se superposent, s'opposent, se conflictualisent ou se croisent en révélant la dynamique psycho-affective qu'elles supposent. L'entretien est porteur de sa propre dynamique émotionnelle, du poids inconscient de la double attente de celui qui interroge et qui doit légitimer sa question par la réponse de l'autre, et de celui qui répond, légitimé par sa propre réponse qu'il ne perçoit qu'inconsciemment bonne. Cette double attente est au cœur de toute relation humaine dans le cadre de la parole. La situation provoquée oblige le chercheur à prendre acte de la dimension de sa propre implication, des phénomènes de transfert et de contre-transfert, non seulement dans la construction de l'entretien, son cadre, son déroulement, mais aussi dans l'analyse du matériel recueilli. Le cadre de l'entretien. Nous cherchons à recueillir une réflexion sur le rôle et sur la fonction de l'enseignant, à travers ses motivations, ses attentes, ses perspectives, les qualités spécifiques jugées primordiales, ses réussites et ses échecs, son rapport à l'institution, son ressenti, son vécu. Autant de thèmes permettant aux sujets interrogés d'énoncer les représentations qu'ils se font de leur métier, et les affects qui les accompagnent. Nous envisageons l'enseignant comme ayant établi de bonnes relations avec ses élèves, et voudrions inscrire l'entretien dans un climat de confiance permettant un exposé des faits et au-delà, un engagement dans quelque chose de l'ordre de la confidence, lié au vécu intime du sujet. La population sollicitée. Notre échantillon est composé de 9 enseignants parmi lesquels 7 professeurs des écoles et 2 professeurs de collège, dont un professeur de mathématiques et un professeur d'histoire et géographie. L'ensemble comprend 4 hommes et 5 femmes. Ils ont entre 30 et 41 ans, et leur ancienneté professionnelle se situe entre 3 et 15 ans d'exercice. 4 d'entre eux enseignent à Paris, 3 en Seine-Saint-Denis, 1 travaille dans les Hauts-de-Seine et le dernier dans l'Essonne. Parmi les 7 professeurs des écoles, 2 ont choisi d'exercer en tant que maître supplémentaire dans l'école, 1 en tant que remplaçant, un autre a choisi de prendre un triple niveau. À noter une reconversion professionnelle. Après une expérience comme graphiste dans le privé, Cécile profite d'être mère avec 3 enfants pour passer le concours de professeur des écoles. Pour préserver l'anonymat, tous les prénoms ont été modifiés. Eugène, 31 ans, professeur des écoles à Paris 18e. Enseigne depuis 8 ans. Exerce dans une classe à triple niveau CP-CE1, CE2. Patrick, 41 ans, professeur des écoles à Boulogne-Billancourt. Enseigne depuis 15 ans. N'a pas de classe attitrée mais a choisi d'être remplaçant. Il exerce beaucoup en maternelle.
Cécile, 40 ans, professeure des écoles à Paris 18e. Enseigne depuis 10 ans. Cette année en CM2. C'est un deuxième métier. Avant, elle était graphiste et travaillait dans le privé. Cécile a passé le concours alors qu'elle était maman de 3 enfants. C'est un vrai choix. Valérie, 35 ans, professeure du premier degré, titulaire depuis 9 ans. Exerce dans une école de banlieue, 93, sur un poste de maître supplémentaire, par choix pour souffler un peu et travailler avec les collègues. A exercé en grande section de maternelle, en CE2, en CM1 et en CM2. Expériences professionnelles antérieures, job d'été dans les banques, au guichet et dans un service de ressources humaines, puis comme AVS une année pour préparer à nouveau le concours auquel elle a échoué 2 fois. Martine, 35 ans, professeure des écoles, titulaire depuis 10 ans. Exerce depuis 9 ans dans la même école de la banlieue nord de Paris. A commencé à exercer en CM2, puis en CP, puis en CE1, puis en CPCE1. Cette année, maître supplémentaire par choix sur 3 classes de CP et CEI en co-intervention ou en prise en charge de demi-groupe en mathématiques, apprentissage de la langue et lecture. Sylvie, 36 ans, professeure des écoles. Exerce dans une école de la banlieue nord de Paris, 93. Titulaire depuis la rentrée 2009. Formation en IUFM en 2008. A passé le concours en candidate libre. Exerce en CP cette année, mais a fait fonction d'enseignante spécialisée en CLIS dans cette même école pendant 6 ans. A passé le CAPA-SH option D, dans cette classe, sans l'obtenir. Expérience professionnelle antérieure. Animatrice de centre de loisirs emploi jeune en école maternelle pendant 5 ans. Judith, 38 ans. Professeure des écoles. Enseigne depuis 2005 à Palaiseau 91, enseigne en CP et en CE1. A eu le concours en 2004. Activité antérieure. Aide éducatrice pendant 3 ans en emploi jeune. Serge, 30 ans et professeur certifié de mathématiques dans un collège de Paris 14e. Enseigne depuis 3 ans. CAPES en 2014. Kamel, 29 ans. Professeur d'histoire et de géographie dans un collège de Paris. 2 ans d'ancienneté. Titulaire du CAPES en 2013 et a eu envie d'entrer dans le secondaire. A été assistant d'éducation dans un lycée professionnel. L'échantillon semble suffisamment représentatif pour approcher une compréhension significative des représentations et des affects que se font les enseignants de leur métier. La présentation de l'entretien à l'échantillon. Par l'intermédiaire du psychologue de l'école ou d'une directrice de l'établissement, un appel est lancé en direction des enseignants susceptibles d'accueillir favorablement la proposition. Sont-ils volontaires pour participer à un entretien portant sur leur métier, afin de nourrir la réflexion sur la pratique de l'enseignement ? L'entretien est enregistré pour être intégralement retranscrit et analysé, mais demeure parfaitement anonyme. À partir d'un thème introduit par une question, le sujet est invité à s'exprimer le plus librement possible. Il est assuré qu'il n'y a pas de bonne réponse, et qu'il peut donner libre cours à tout ce qui lui passe par la tête en réaction à la question posée. Le mode de passation. Rendez-vous est pris alors, avec les enseignants volontaires, pour procéder à l'entretien dans un lieu neutre, le plus souvent un café. La durée prévue est comprise entre 60 et 75 minutes. Il n'excède jamais cette limite temporelle. Il est intégralement enregistré. Le chercheur se présente, autant que faire se peut, dans une attitude non directive. Cela suppose une attitude de considération positive inconditionnelle, ni sélection, ni jugement de valorisation ou dévalorisation, de la part du chercheur, une attitude d'empathie, se placer dans le point de vue, dans le cadre de référence de l'interviewé et le recours à des techniques de reformulation, relance, réponse reflet. La trame de l'entretien. L'entretien se déploie à partir de la question initiale, pourquoi et comment êtes-vous devenu enseignant ? La trame permettant par relance ou question reflet d'aborder tous les thèmes, cf. Annexe 1. L'entretien et l'importance du cadre. Les enseignants se prêtent à l'entretien avec plaisir. Ils se confient volontiers, comme si cet espace de parole leur permettait un peu mieux d'être reconnus, compris ou écoutés. S'y joue la question de l'identité, tant professionnelle que personnelle.
Nous avons peu l'occasion de parler de nous, de nos problèmes. On devrait pouvoir le faire avec les collègues, a suggéré Cécile après la séance en prolongeant l'entretien, hors cadre, pour faire durer le moment d'échange sur la profession. Le cadre est scrupuleusement respecté. Il s'agit de se prémunir de l'emprise de la séduction et de l'inconscient désir de connaître le secret de l'autre, celui qui anime le pédagogue pour le chercheur, celui qui anime le chercheur pour le pédagogue. Sans la rigueur de ce cadre, le secret qui anime la recherche risque de devenir un artefact, la parole n'étant plus acceptée dans son secret, mais dans ce secret, poursuivi par l'un et retenu par l'autre. L'analyse des entretiens. Le matériel recueilli est une production de paroles, un processus d'élaboration à travers lequel le sujet fait émerger des représentations qui s'imbriquent, s'articulent, se conflictualisent au fur et à mesure du discours. Si le discours est envisagé comme processus d'élaboration où s'affrontent les motivations, désirs, investissement du sujet avec les contraintes imposées par le code de la langue et les conditions de la production, alors le détour par l'énonciation est la meilleure voie pour atteindre ce qu'on recherche. Toute parole est un énoncé inséparable d'une énonciation. De cette conjonction du contenu et du contenant émerge le sens. L'analyse des données s'oblige alors à prendre en compte non seulement ce qui est dit, mais également comment cela est dit. Ainsi l'analyse de contenu permet de retenir des thèmes et au-delà, l'énonciation laisse entrevoir quelque chose du non-dit, du vécu ou de la résonance intime de chaque sujet aux prises avec l'émergence des représentations. L'analyse de l'organisation du discours porte sur 3 axes, la cohérence planifiée, les parasitages de la pensée et l'implication au sens où le sujet s'implique et implique l'autre. Ces 3 axes sont appréhendés à travers l'étude de la dynamique du discours, du style et des éléments atypiques. La recherche ne vise ni la preuve ni la démonstration. Elle vise à composer avec les différents paradoxes pour élucider l'objet, pour apporter un éclairage en se situant dans cette proximité d'émergence de l'ordre de sa vérité profonde. L'objet de recherche n'est pas l'objet, c'est un objet construit à partir de l'objet par l'intermédiaire d'un chercheur avec sa subjectivité et par l'entremise d'une théorie, avec ses limites, aucune théorie ne pouvant saisir la totalité de l'objet. Les motivations. Les enseignants interrogés évoquent des motivations altruistes, travailler avec des enfants, des motivations intrinsèques enseigner, transmettre, et des motivations extrinsèques, moins professionnelles et plus personnelles, les vacances, s'accorder au rythme des enfants, devenir indépendant autonome et avoir un métier. Ces motivations semblent s'imbriquer les unes dans les autres indiquant la complexité de ce qui oriente vers le choix d'enseigner. Le choix s'impose de lui-même. Pour 2 d'entre eux, Cécile et Sylvie, enseigner n'était pas le choix premier, mais précisément ce qu'il était question de ne pas faire pour ne pas reproduire l'activité professionnelle de leur mère. Cela a pourtant fini par s'imposer comme allant de soi après une première expérience professionnelle. Comme s'il n'y avait pas eu moyen chez ces 2 enseignantes d'échapper à leur destin. Travailler avec des enfants dans le monde de l'enfance. La motivation première est une motivation altruiste. Travailler et vivre avec des enfants. Valérie aurait pu être puéricultrice. Martine voulait travailler dans le monde de l'enfance. Valérie. Ce qui m'intéressait le plus, c'était de travailler avec les enfants. Et au lycée j'avais hésité, parce que j'avais eu un changement dans mon orientation, et j'avais hésité à être soit puéricultrice, soit enseignante. Martine. Mais moi, je voulais travailler avec les enfants dans le monde de l'enfance. Travailler avec les enfants, c'est aussi ne pas travailler avec des adultes. Or la vie se joue entre adultes. C'est entre adultes que l'on travaille, qu'on lutte, qu'on crée, qu'on aime. On peut se demander si passer sa vie avec des enfants et être le seul maître en face d'un groupe d'enfants sur lesquels on exerce un pouvoir important, n'implique pas en arrière-plan une peur, une fuite du monde adulte, de ses conflits, de ses rivalités et de ses mises en danger. Chez aucun des enseignants sollicités, cette motivation n'apparaît isolée, elle s'accompagne rapidement du désir de transmettre, d'enseigner ou de faire aimer l'école. Transmettre, enseigner, faire aimer l'école. Valérie, après avoir hésité entre 2 métiers, voulait transmettre quelque chose. Mais le propos s'élabore difficilement. Valérie.
Et en fait, j'avais fait un stage à l'hôpital pour voir un petit peu, et je trouvais ça plus intéressant, enseignante, de mon point de vue, vraiment travailler avec les enfants et transmettre quelque chose. Avant d'y être, je n'avais pas vraiment une vue, une représentation très claire non plus. C'est après, par la formation, en préparant le concours, que j'ai le plus vu. Et avant de préparer le concours, j'étais à la fac, j'avais fait des stages en école. Je ne sais pas, j'ai beau chercher, à part ça au départ. Le discours est assez confus. Valérie ne dit pas si le stage effectué à l'hôpital est un stage de puéricultrice ou d'enseignante. Des phrases laissées en suspension ne facilitent pas la compréhension, pour voir un petit peu, mais on se demande pour voir quoi. L'objet de la transmission n'est pas défini. Les imprécisions sont nombreuses, je n'avais pas une vue, une représentation très claire, de quoi j'ai le plus vu. La répétition de l'adverbe « vraiment » voudrait assurer l'interlocuteur de la vérité du discours. On comprend que l'expérience et la formation ont fini de la convaincre de faire le choix de l'enseignement, donc de transmettre quelque chose. Mais le choix premier était de travailler avec les enfants. Il n'y avait pour elle pas d'autre choix envisageable. Après avoir énoncé son désir de travailler dans le monde de l'enfance, Martine défend son choix d'être enseignante par le désir de transmettre des savoirs, de faire aimer l'école, de faire découvrir tout un univers culturel, et de transmettre des choses qu'elle a aimées. Reviennent également en boucle, comme un refrain, l'univers de l'enfance, l'envie de côtoyer les enfants, l'enfance, leur univers, qui reste chez elle aussi la première motivation. Martine. J'avais envie de transmettre. Moi je pense que j'ai beaucoup aimé l'école, rire, en tant que petite fille, et ça m'intéressait de faire aimer l'école aux enfants et de transmettre des savoirs. C'est ça ma motivation première. Moi, l'univers de l'enfance m'intéressait. Donc j'avais vraiment envie de côtoyer les enfants, l'enfance, leur univers, et puis leur transmettre les choses que j'ai aimées, leur faire découvrir un univers culturel, enfin voilà, plein de choses comme ça. Enseigner, c'est bien donner une autre forme, transformer les enfants par nature faibles et dépendants, les amener à ressembler à l'enseignant. Apparaît ici en filigrane, le désir de former l'autre à son image. C'est ce qui s'entend dans le discours de Martine. Donc j'avais vraiment envie de côtoyer les enfants, l'enfance, leur univers, et puis leur transmettre les choses que j'ai aimées. L'enseignant aime l'élève en tant qu'il le façonne à son image, ce qui est une façon de s'aimer soi-même. Le monde de l'enfance est fantasmé comme une matière malléable, sur laquelle il est possible d'exercer son pouvoir de créateur. Eugène parle quant à lui, d'une vraie envie de transmettre, qui vient de loin depuis très jeune, en raison d'une liberté imaginée, associée à l'acte d'enseigner et qu'il affirme aujourd'hui illusoire. Ce qui l'a motivé dans le choix d'enseigner, c'est nous fait-il comprendre, la fameuse liberté pédagogique dont il sait aujourd'hui qu'elle n'en est pas une. Eugène. J'avais une vraie envie de transmettre, depuis très jeune, j'imaginais, je me représentais. Enfin, je pensais qu'il y avait une vraie liberté, une liberté de moyens pour transmettre. Par exemple, j'aimais beaucoup faire la cuisine et je pensais qu'on pouvait proposer une séance de cuisine et travailler les verbes d'action, le vocabulaire. J'avais cette idée selon laquelle l'enseignant avait une grande liberté pour transmettre. Alors au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours cette impression mais je relativise. On ne peut pas tout changer. On est un maillon dans une chaîne qui nous dépasse. Il faut rester humble. On n'est pas tout puissant. Mais on peut se demander de quoi cette liberté imaginée, fantasmée, est-elle le nom. Car la liberté pédagogique, celle du choix des méthodes et de la manière de transmettre, existe pour les enseignants. Est-ce vraiment cette liberté qui est évoquée, celle que la confrontation à l'expérience du terrain viendrait contredire ? L'exemple choisi, j'aimais beaucoup faire la cuisine, nous conduit à entendre tout autre chose. Rien n'empêche un enseignant de proposer une séance de cuisine pour travailler les verbes d'action et le vocabulaire. La désillusion ne porte pas sur la liberté pédagogique, qui elle reste effective, mais sur la liberté d'amener les enfants à aimer ce que le maître aime et notamment à faire la cuisine. La cuisine est ici la métaphore d'un désir interdit, celui de la toute-puissance inhérent à l'envie de transformer l'autre à son image. Là, on se heurte à une difficulté et à une illusion, celle de la toute-puissance. On ne peut pas tout changer. On est un maillon dans une chaîne qui nous dépasse. Il faut rester humble. On n'est pas tout puissant.
Eugène reprend son discours en rappelant que son désir d'enseigner vient de loin, mais qu'il n'avait pas tout de suite défini son public, l'école primaire ou le collège. J'ai su très tôt que je voulais transmettre. Pas forcément à l'école primaire d'ailleurs. Mais il y avait l'idée de transmettre quelque chose. À quel public ? Je ne savais pas. Au départ, je ne pensais pas spécialement au public premier degré. J'ai choisi plus tard. Je crois que ce qui m'a orienté dans ce choix, c'était l'idée de passer toute la journée avec eux. On ne transmet pas qu'un contenu. Il y a aussi une manière d'être, une manière de vivre. En se posant la question d'enseigner à l'école primaire ou dans les collèges, Eugène expose les raisons qui l'ont porté vers le choix du primaire, passer toute la journée avec eux. Or, rester toute la journée avec les élèves, c'est peut-être avoir une plus grande emprise pour transmettre, étant entendu qu'on transmet aussi une manière d'être, une manière de vivre. Et c'est bien de reproduire sa propre image, dont il est question, d'imposer sa marque aux élèves. La motivation est liée à la fois au désir d'emprise et au désir d'immortalité. Serge est professeur de collège et enseigne les mathématiques. L'intérêt pour la discipline enseignée est, chez lui, prééminente lorsqu'il évoque ses motivations. L'idée de travailler avec des enfants est secondaire, même si le fait d'avoir toujours eu un bon contact avec les élèves a contribué à son choix. Serge. Moi, l'idée d'être prof de maths, c'est une idée que j'ai depuis assez jeune au final. Je pense que depuis la fin du collège, le lycée en tout cas, c'est une idée que j'ai en tête. Je pense que c'est, entre guillemets, une question de facilité. Aussi, j'ai été confrontée aux cours de maths qui me plaisaient. Les mathématiques me plaisaient en cours, donc c'est vrai que ça s'est imposé un petit peu à moi, un petit peu naturellement on va dire. En tout cas, le fait de faire des mathématiques, bon je n'ai jamais vu trop la possibilité de faire autre chose, donc je suis restée là-dedans. Ça me plaisait. En effet, ça me donnait la possibilité de faire des mathématiques comme je les connaissais à l'époque du lycée. Après, j'ai toujours eu un bon contact avec les élèves, etc. Vouloir enseigner à des élèves ce que l'on aime depuis toujours, c'est une facilité, explique Serge. Cela tombe sous le sens. Il ne s'est jamais vu faire autre chose que des mathématiques. Bien sûr, il a essayé de s'orienter vers les maths appliquées et le développement informatique. Mais les élèves lui ont manqué. Et les stages en entreprise, avec des adultes, ne se sont pas forcément bien passés. La liberté pédagogique revient ensuite comme source de motivation, pour rendre le métier attirant. Ce qui a pu m'attirer, je pense, c'est la liberté un petit peu de ce travail où une fois qu'on a fermé la porte, on est maître de sa pédagogie en général, des choix qu'on va faire, donc c'est. Bon voilà, cette liberté-là m'attirait un petit peu. Après le fait de ne pas avoir des journées répétitives, à rester assis devant un ordinateur. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire, en tout cas. Cette liberté-là, cette diversité aussi, ce sont des choses qui m'attirent depuis pas mal de temps. Donc je vous ai expliqué via mon parcours. J'ai quand même essayé autre chose, voir si je pouvais être attiré par autre chose. En l'occurrence, le métier d'enseignement me manquait quand j'ai fait autre chose. Donc je suis vite revenu vers ça. C'était des maths appliquées, donc beaucoup de développement informatique. Donc beaucoup de programmation. En l'occurrence, j'ai fait des stages en entreprise qui ne se sont pas forcément très bien passés. Le format entreprise, tout ça, ne me correspondait pas vraiment. Ce n'était pas. Voilà, une certaine pression, ça ne me plaisait pas vraiment. Voilà, sachant que l'enseignement je l'avais testé en tant que vacataire, je savais à quoi m'en tenir. Je savais que ça me plaisait. Je me suis redirigée vers l'enseignement. Il ne s'agit pas seulement d'aimer les mathématiques, puisque l'on peut travailler les mathématiques appliquées ou la programmation informatique avec des adultes et sans enseigner. Or, si le choix de Serge se porte sur l'enseignement, c'est en raison du bon contact avec les élèves et de la liberté pédagogique. Une fois la porte de la classe fermée, on est maître de sa pédagogie en général et des choix que l'on fait. Mais l'énonciation ici parasite l'énoncé. Les répétitions incongrues traduisent un trouble. Ce un petit peu, répété 3 fois en 2 phrases successives pour qualifier la liberté, la maîtrise et l'attirance, laisse penser à un conflit interne. Comme chez Eugène,
La liberté pédagogique invoquée vient masquer un désir interdit, celui de la toute-puissance, auquel répond le un petit peu, pour en signaler les limites. Autre professeur de collège, Kamel, enseigne l'histoire et la géographie. Il évoque la dimension éducative doublée de la transmission de connaissances. Kamel. Ce qui m'a le plus plu, c'est la dimension éducative tout d'abord. La dimension éducative qui se double aussi, moi j'ai eu envie de transmettre aussi des connaissances. C'est là que c'est venu naturellement, cette envie d'enseigner dans le secondaire, alors qu'à la base je n'avais pas du tout envie d'enseigner dans le secondaire. Transmission et éducation. Avoir les mêmes vacances que son conjoint, besoin de gagner sa vie. Patrick travaillait avec des enfants, comme animateur de centre de loisirs. Cela lui correspondait assez bien. Mais sa femme était enseignante. Elle bénéficiait des vacances scolaires. Or, être animateur de centre de loisirs, c'est précisément travailler lorsque les enfants et sa femme sont en vacances. Le choix d'être enseignant est alors motivé pour prendre des vacances avec elle. Patrick. Alors, j'ai toujours travaillé avec des enfants. Je travaillais dans l'animation. J'étais animateur de centre de loisirs. Et ce qui a déclenché mon choix pour être enseignant, c'est ma femme. Elle était enseignante. Elle avait les vacances scolaires au moment où moi, je travaillais. Alors c'était un peu compliqué. Et puis, cela a correspondu au moment où nous avons eu des enfants. Donc j'ai passé le concours et voilà. Dans la foulée, je me suis retrouvée à la tête d'un CP. Pour Judith, le choix s'est imposé par défaut, par goût de l'indépendance, parce qu'il faut bien gagner sa vie. L'idée était plutôt de devenir sociologue pour faire de la recherche. C'est en Espagne où elle est partie vivre 1 an, qu'elle a pris le goût de l'indépendance et que la nécessité de trouver un métier pour gagner sa vie s'est imposée. Judith. Passer le concours d'instit n'était pas une vocation. J'ai fait des études de sociologie, donc je voulais plutôt faire de la recherche. Après la sociologie, j'étais à l'Institut de l'Amérique latine pour faire de la recherche axée sur les pays latino-américains. Je suis partie vivre 1 an en Espagne. Cela m'a donné le goût pour l'indépendance, donc il a fallu que je me mette à travailler. Donc j'ai passé le concours d'instit. En fait, je fais une licence de socio dans l'idée de passer des concours administratifs dont le concours d'instit. Mais ce n'était pas mon premier choix. J'ai fait ce choix parce que j'avais déjà donné beaucoup de cours, que je connaissais bien les enfants et que ça me paraissait être le bon travail, celui qui me ressemblait le plus. L'explication est un peu confuse. La sociologie et la recherche apparaissent comme premiers centres d'intérêt. Dans ce cadre, les pays latino-américains sont présentés définissent une attirance, justifiant un séjour d'1 an en Espagne. Puis, c'est imposé pour gagner en indépendance de passer le concours d'instit. Mais l'idée première était de passer des concours administratifs en général dont celui pour devenir enseignante. Comme si être enseignante était un métier administratif. On se demande ce qui a entraîné le deuxième choix, celui de devenir enseignante. Judith révèle l'origine de ce choix, une expérience effectuée dont elle avait gardé silence jusque-là. J'avais déjà donné beaucoup de cours, je connaissais bien les enfants et ça me paraissait être le bon travail, celui qui me ressemblait le plus. L'énonciation des motivations montre une parole troublée. La répétition de la conjonction de coordination, donc, montre une insistance à faire advenir le choix d'être enseignant comme une conséquence de ce qui précède. J'ai fait des études de sociologie, donc je voulais faire de la recherche. Donc il a fallu que je me mette à travailler, donc j'ai passé le concours d'instit. Judith s'excuse presque d'avoir choisi l'enseignement. Comme s'il y avait aussi quelque chose de honteux dans le désir d'enseigner, quelque chose qui ne pouvait être dit. Passer le concours d'enseignant n'était pas une vocation, affirme-t-elle d'entrée de jeu. Elle parle du concours et pas de l'activité d'enseigner. Ensuite l'expérience d'enseigner est évoquée à bas bruit, furtivement, à la fin de son propos, sans autre précision. Nous ne savons ni ce qu'elle a enseigné, ni à qui, ni dans quel cadre. Nous apprenons juste qu'elle connaissait bien les enfants, et que finalement, cette expérience d'enseigner a permis de contrer l'idée de travailler dans l'administration. Si l'on articule l'introduction du propos avec sa conclusion, on peut légitimement se poser la question:
que signifie passer le concours d'enseignant n'est pas une vocation, mais être enseignant est le métier qui me ressemble le plus. Le destin. Pour Cécile, devenir enseignante est présenté comme un désir qu'elle s'interdit. Ne pas vouloir exercer le métier de sa mère, mais en avoir très envie, voilà ce qui pousse Cécile à choisir une autre profession, graphiste, avant de se diriger inéluctablement vers l'enseignement comme si l'on ne pouvait échapper à sa destinée. Cécile. À un moment, je me suis posé la question de savoir ce que j'avais envie de faire. Enseignante, c'est venu tout seul. Ma maman était enseignante. Alors au début, je ne voulais pas. Enfin. J'ai eu beau vouloir l'ignorer quelques années, comment dire, j'avais depuis longtemps envie d'être enseignante, mais j'ai trouvé que ce n'était pas assez gratifiant pour mes parents. Je voulais dépasser un peu ce qu'ils étaient eux-mêmes. Je ne me suis pas autorisée à être enseignante tout de suite. Je crois que c'est pour ça. Enseigner n'était pas un métier assez gratifiant pour ses parents, et Cécile voulait dépasser ce qu'ils étaient. Elle devient graphiste dans le privé, et elle nous apprend un peu plus loin, au fil de l'échange, qu'elle était mieux payée que ne peut l'être un professeur des écoles. Mais si le métier de graphiste est davantage valorisé financièrement ou socialement, il est ressenti par l'enseignante comme très prenant et pas assez enrichissant humainement parlant. J'ai eu une expérience professionnelle dans le privé. Je suis devenue graphiste. Mais de ce premier métier, j'en avais vite fait le tour. C'était un peu répétitif, très prenant, pas assez enrichissant, je veux dire humainement parlant. Au bout d'un certain moment, j'ai pris la décision de faire autre chose, de me remettre en question. Et d'utiliser mon expérience de maman, j'avais 3 enfants. J'avais envie de transmettre, d'enseigner. Comment j'allais pouvoir utiliser cette expérience, je ne savais pas, mais je pensais que ça allait me servir. Pour moi, être enseignante, c'est un vrai choix. Au moment de se remettre en question et d'envisager une autre profession, l'envie d'enseigner, initialement entravée pour ne pas faire comme sa mère, est revenue au premier plan. Le métier le moins valorisé socialement, le moins payé, était celui qui pour elle avait le plus de valeur. Elle pensait alors pouvoir profiter à la fois de son expérience de maman de 3 enfants, et de l'expérience professionnelle de sa maman. C'était donc un vrai choix. Sylvie également ne voulait pas devenir enseignante pour la même raison que Cécile. Elle voulait surtout ne pas faire comme sa mère. Sylvie. Moi, je ne voulais justement surtout pas devenir enseignante, parce que c'était le métier de ma mère et que je ne voulais pas surtout faire comme ma mère. Et comme j'ai arrêté l'école après mon bac, et qu'après il a fallu commencer à travailler, je me suis dirigée vers ma mère qui m'avait trouvé aussi des petits jobs de babysitting. Comme elle travaillait toujours dans sa classe, de temps en temps elle me disait « Oh, tu ne veux pas venir m'aider à faire des arts plastiques, ce genre de choses. » Donc, je me suis dirigée vers les enfants. Donc j'ai commencé à faire de l'animation, à trouver justement cette place d'emploi jeune. Et puis, sur une formation parallèle, etc., etc. Comme à un moment, il faut bien gagner sa vie et commencer à travailler, elle laisse sa mère lui proposer des petits jobs. Au bout d'un moment, on a passé 25 ans, on se dit que ce serait bien d'avoir un vrai boulot. Et dans ce qu'on sait faire, il reste de l'éducation nationale et de l'enseignement puisque finalement ça fait presque 10 ans qu'on est dedans, quoi. Donc, ce n'était pas une motivation d'une vocation, parce que je l'ai connue, ma mère était enseignante, et c'était une réelle vocation. Moi, c'était plutôt dans « il me faut un métier. Qu'est-ce que je sais faire et les enfants je connais. » Voilà. Après, ce à quoi je m'attendais ? Je connaissais quand même assez bien le milieu éducatif, avant de rentrer quand même dans l'éducation nationale. Moi j'aimais bien l'idée de classe unique, de choses un peu particulières. Toutes les activités proposées par sa mère concernent des enfants. Elle fait du babysitting, elle devient animatrice. Mais le contrat de travail est limité. Il faut trouver un métier. Elle devient enseignante par défaut pour trouver un job, mais pas par vocation. Le mot vocation a pour elle un effet repoussoir. Il qualifie trop bien le rapport de sa mère à l'enseignement. Elle tient à marquer sa différence. Si sa mère avait la vocation, ce n'est pas son cas. Elle devient enseignante pour gagner sa vie. Pour résumer.
Les enseignants interrogés évoquent des motivations multiples imbriquées les unes dans les autres: altruiste, travailler avec des enfants; intrinsèque, enseigner, transmettre; ou extrinsèque, les vacances, s'accorder au rythme des enfants, devenir indépendant, autonome et avoir un métier. Ces motivations imbriquées indiquent la complexité de ce qui oriente vers le choix d'enseigner, en soulignant l'importance de la pulsion d'emprise. Le choix s'impose de lui-même, soit dès le début, soit après une expérience qui ne comble pas. Mais surtout, il ressort de ce que nous confient les enseignants interrogés une difficulté à dire, l'évocation des motivations troublant l'énonciation, laissant apparaître une dynamique psycho-affective autour de ce qui peut se dire et ce qui ne le peut pas. Travailler avec des enfants ou dans le monde de l'enfance, c'est aussi en négatif fuir le monde des adultes, éprouvé trop rude, trop violent, parsemé de rivalité et de jugement, dans lequel il est difficile d'être reconnu, de se faire une place et ou de prendre le pouvoir. Être adulte dans le monde de l'enfance, c'est dominer facilement ceux qui ont besoin de l'adulte pour apprendre et pour se construire. Transmettre, faire aimer l'école, éduquer, c'est établir une relation d'emprise, graver son empreinte sur l'autre, y marquer sa propre figure. S'y inscrit le fantasme d'une domination intellectuelle et morale liée à celle d'exercer un pouvoir suprême, tyrannique, total, par lequel l'autre, l'élève, se sent subjugué, contrôlé, manipulé, maintenu, dans un état de soumission et de dépendance, aliéné. En arrière-plan de l'acte d'enseigner se cache l'envie de créer un être selon sa propre vision des êtres, sa manière d'être et du monde, ce que l'on aime, autrement dit de le transformer à son image. Pour Marie-Claude Bayetto, qu'il s'agisse d'un enseignant non directif ou d'un enseignant traditionnel, on trouve au niveau du désir inconscient la même mise en scène d'une captation narcissique. Enseigner, transmettre, c'est mettre à l'épreuve son désir d'omnipotence et de rivalité avec les attributs des dieux, tout savoir, tout pouvoir, être immortel. C'est se heurter à l'interdit et à la culpabilité qui découle du fantasme de la transgression, c'est rencontrer le principe de réalité, retrouver l'expérience des limites et la mise à l'épreuve de sa vulnérabilité et de ses failles narcissiques. Dans ce contexte, les motivations extrinsèques, avoir les mêmes vacances que sa femme ou le besoin de gagner sa vie, s'entendent comme une défense pour ne pas dévoiler la vulnérabilité en jeu dans le désir interdit de toute puissance. En effet, dire que le choix d'enseigner relève d'un concours de circonstances ou de l'obligation de travailler, permet au sujet de se dérober et d'éviter une réflexion sur les motivations sous-jacentes. Travailler avec des enfants en transmettant un savoir, les choses que l'on aime, une manière d'être et une manière de vivre, avec pour revers de la médaille, éprouver son désir d'omnipotence au risque de la culpabilité. Une manière, peut-être, de se dégager de la culpabilité du choix d'un métier qui place la personne devant les enfants dans une position imaginaire de toute puissance. De la même manière, si enseigner n'est pas un métier gratifiant à tel point que le sujet rejette dans un premier temps le choix de ce métier pour ne pas faire comme sa mère, et si en définitive, il y revient, c'est bien pour travailler avec des enfants, transmettre quelque chose et se retrouver en situation de mettre à l'épreuve son désir d'omnipotence. Des personnages marquants, influents sur les choix professionnels. Pourriez-vous évoquer sur le plan professionnel une personne qui vous a le plus marqué dans le passé ou peut-être actuellement? Pour répondre à cette question, aucun des enseignants sollicités n'évoque les grands auteurs de la pédagogie. En revanche, les personnes marquantes, tant dans le passé que dans l'actuel, sont soit des enseignants qu'ils ont connus quand ils étaient élèves, soit des collègues enseignants aux côtés desquels ils ont exercé, soit encore des enseignants formateurs qui ont pu les aider. Mais cela peut être aussi des personnes de leur famille. Des enseignants modèles auxquels on cherche à ressembler. Eugène évoque un professeur de philosophie, lorsqu'il était en formation, qui donnait l'image d'un enseignant comme il voudrait être. Eugène. Des personnes marquantes? Il y en a eu plusieurs par petites touches, silence. À l'IUFM, j'ai eu un prof en philosophie de l'éducation qui donnait l'image d'un enseignant. D'un enseignant comme je voudrais être, toutes les valeurs qu'il transmettait ressemblaient pour moi aux valeurs que, silence. Il nous faisait confiance en permanence. Il nous regardait, il était bienveillant. Il nous donnait envie de donner le meilleur de nous-mêmes, il était ouvert, il n'imposait pas des textes à lire, il nous proposait, il donnait envie, il n'avait pas un côté normé, normatif, défini. Il ne répétait pas un dogme, il s'adaptait à un public, silence.
Eugène décrit ici le pédagogue idéal, idéalisé qui le séduit. Il se dégage de lui une autorité personnelle fondée sur la capture du désir et de la mise en scène des enjeux narcissiques. Il respecte les élèves, il est bienveillant, il fait confiance, il est ouvert, il propose, il donne envie. Après, il y a un autre collègue quand j'étais en stage dans sa classe. Il m'a marqué dans sa façon de faire. J'ai vu en lui un enseignant. J'étais assis au fond de la classe à le regarder faire et je me suis dit, c'est ça être enseignant. Il m'a marqué dans sa façon de faire la classe. Il proposait des textes de la mythologie grecque. Il ne leur demandait pas d'apprendre par cœur. Il avait une grande confiance en eux. Il y avait une bonne ambiance. Tout le monde semblait heureux. Je n'avais pas l'impression qu'il s'adressait à des enfants. Il s'adressait à des individus. Il parlait comme s'il avait en face de lui des grandes personnes. C'étaient des enfants bien évidemment, mais il y a des choses qu'on fait avec des élèves et qu'on ne ferait pas avec des adultes. Je crois qu'il y avait un grand respect, silence. Je me demande parfois en faisant la classe si je ferais la même chose si des adultes étaient là, à la place des enfants. Enfin, si je leur parlerais de la même manière. Il n'abusait pas de son autorité, il l'utilisait avec finesse et intelligence. C'est cela qui m'a marqué. Si je pouvais résumer ce qui caractérise les enseignants qui ont été pour moi des modèles ou des références, ce serait la juste utilisation de l'autorité, silence prolongé. Dans la classe idéale, la relation est harmonieuse, les élèves sont séduits. Et Eugène retrouve auprès du collègue, qu'il est allé observer le temps d'un stage, dans l'exercice de son métier, les mêmes qualités que chez le professeur de philosophie de l'IUFM. La juste utilisation de l'autorité, évoquée par Eugène, renvoie à une autorité déguisée, celle de la séduction. L'enseignant veut s'appuyer sur l'autorité qui assure la sécurité, mais il sait que l'idéal serait de ne pas avoir à l'utiliser. Il séduit, il plaît, et au final, il contraint moralement plutôt que physiquement. Séduit, l'autre obéit sans douleur. Et l'image d'une classe où l'autorité va de soi et s'impose sans violence, l'image d'une relation harmonieuse entre le maître et les élèves apparaît. La séduction se présente à la fois comme l'issue et l'impasse de la relation pédagogique, avec sa relation au narcissisme. Patrick. Moi, il y a une collègue qui m'a marqué, qui a été un peu mon modèle. Est-ce que je pourrais dire qu'elle a réussi ? Je ne sais pas. Silence. Oui. J'ai travaillé avec elle. Elle est partie à la retraite. Elle avait au moins 40 années de carrière et elle avait toujours une énergie, un enthousiasme. Elle avait encore la flamme, comme on dit. Une manière de parler aux élèves, de parler d'eux, de croire en eux. Elle avait toujours cette capacité à se remettre en question. Elle rayonnait. Elle était pareille avec les adultes. Elle donnait l'impression de les aimer. J'ai eu cette chance de travailler avec elle. Il y avait quelque chose de contagieux dans cet enthousiasme. C'était le genre de personne avec qui l'on a envie de silence, de donner le meilleur de soi-même. Patrick évoque une enseignante qui donnait l'impression d'aimer les élèves, et donc d'être aimée d'eux. Besoin d'amour et de domination sont peut-être les deux faces d'un même désir fondamental, celui que Hegel décrit dans la dialectique du maître et de l'esclave, le désir de reconnaissance. Des enseignants modèles auxquels il est impossible de ressembler. Professeur de mathématiques dans un collège, Serge évoque un professeur de mathématiques en terminale qui a su le confirmer dans le choix cette discipline, mais qui était pourtant son exact opposé en tant qu'enseignant. Très rigoureux et très sévère, au risque de déplaire, il s'est imposé comme un enseignant marquant dans la mesure où il a su renvoyer à son élève, qui aimait déjà les mathématiques, l'image d'un bon objet, d'un bon élève. Serge. Ah oui. J'ai eu un prof en terminale qui m'a beaucoup marqué, qui m'a plus conforté dans mon choix finalement. C'était déjà une idée que j'avais. Oui. Un prof de terminale qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé, qui était certainement à l'heure actuelle l'opposé du prof que je suis moi, mais très rigoureux, très sévère, mais énormément de connaissances, qui aimait vraiment sa matière. Oui, il m'a beaucoup marqué. C'est un exemple que j'ai gardé, dans mes premières années en tout cas, pour essayer d'en tirer un petit peu ce qui m'avait plu chez lui, pour essayer de renvoyer ça. Après, d'autres contacts qui m'ont vraiment. Non,
Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment eu de... Non, je ne vois pas. Le besoin fondamental de l'enseignant est de se faire aimer. Se faire craindre est un pis-aller, faute d'être sûr de réussir à se faire aimer. L'enseignant aime l'élève autant qu'il le façonne à son image. Sans doute, déjà excellent en mathématiques, Serge renvoie à son enseignant de terminale une bonne image de lui-même. Et c'est dans cet enjeu narcissique que se déploie la reconnaissance de Serge pour son professeur comme un enseignant qui l'a beaucoup marqué. Mais il s'en démarque comme modèle. C'est ce qu'il fait également avec sa tutrice, qui l'a beaucoup marqué l'année de sa formation. Il la décrit très présente et très directive, très carrée dans ses démarches, exactement à son opposé. Comme modèle, je garde un souvenir plus ou moins bon de mon année de titularisation. Ma tutrice était très carrée. Elle était un peu dure en fait. C'était une année assez franchement mauvaise, beaucoup de pression, la pression à laquelle je faisais référence au début de l'entretien, etc. Je ne savais plus. Je ne me sentais pas très douée, voilà. Elle était très présente, très directive, très carrée dans ses démarches, un petit peu à l'opposé de moi donc. Et elle m'a beaucoup marqué, et au final, notre année s'est bien finie. Je suis toujours en contact avec elle. Oui, elle m'a beaucoup marqué dans mon métier actuel, et j'utilise encore beaucoup de choses qu'elle m'a apprises. Oui, c'est une personne qui m'a beaucoup marqué, qui a attendu la fin de l'année pour me dire que je ferais certainement, qu'elle était sûre que je serais un très bon prof. C'était le truc qui m'avait manqué tout au long de l'année, mais voilà. Ça a été une année dure, mais avec le recul, très formatrice. Sévère, stricte, directive, elle le reconnaît comme un bon enseignant. Tout être humain a besoin d'être reconnu comme tel, et de compter pour un autre. Elle a attendu la fin de l'année pour me dire que je ferais certainement, qu'elle était sûre que je serais un très bon prof. C'était le truc qui m'avait manqué tout au long de l'année, mais voilà. On peut souligner la présence d'un lapsus, manquer vient à la place de marquer. La tutrice si rigoureuse, si présente, si stricte, si directive, qui avec ses exigences rendait sa vie si difficile, lui a dit à la fin de l'année qu'il serait un bon prof, ce qui signifiait que, finalement, elle l'aimait. Or, c'est bien ce qui lui avait manqué toute l'année, un signe de reconnaissance et d'amour. Car elle mettait tellement de pression, qu'il ne se sentait pas très doué. Ce qui l'a marqué chez sa tutrice, c'est qu'elle a fini par lui dire les mots qui lui ont manqué toute l'année. Ces enseignants remarquables, qui lui ont donné des preuves d'amour en le reconnaissant comme un bon mathématicien et comme un bon enseignant, ne peuvent pourtant pas lui servir de modèle. Il ne veut pas courir le risque en étant comme eux, très rigoureux, très sévère, très autoritaire, très exigeant, très directif, très carré, de ne pas se faire aimer de ses élèves. Il veut plaire, se faire aimable, séduire, exclure la contrainte, avoir des attitudes susceptibles de faire naître l'amour. Et s'ensuit un long plaidoyer pour la séduction. Je ne suis pas sûre de rentrer dans le moule des enseignants, en fait. Je ne suis pas sûre. Je fais des cours carrés, etc. Mais dans mon tempérament, je ne suis pas quelqu'un qui arrive vraiment à se cacher derrière une image. Je suis avec les élèves. Je peux être un peu proche avec les élèves. J'essaye d'être réconfortant. Mais disons que j'essaye qu'ils m'apprécient en fait. C'est peut-être un défaut, je ne sais pas. Certainement. J'essaye de jouer un peu sur l'affectif avec eux, parce qu'en tant qu'élève, j'ai appris quelque chose, c'est que un prof qu'on n'aime pas ne nous apprendra rien. Alors c'est vrai que je joue un peu sur la corde affective avec les élèves, et c'est vrai que ces deux enseignants ce n'était pas du tout leur cas. Et pour moi, si je peux me permettre d'avoir un regard critique sur eux alors qu'ils ont bien plus d'enseignement que moi, je pense que c'était une erreur de leur part, et c'est sûr un truc pour moi, un point que je n'ai jamais voulu lâcher, parce que je pense que c'est important d'avoir une bonne relation avec les élèves, certes de leur apporter une image de stabilité, mais je pense qu'on peut être proche et être apprécié d'eux. C'est que pour ce qui est de ma tutrice par exemple, je sais que les élèves pouvaient la trouver ennuyeuse par exemple, pouvaient s'ennuyer pendant les cours, etc. Pour moi c'est un truc, ce serait un échec pour moi que les élèves sortent en soufflant de la salle. Ce serait un échec pour moi. Voilà. Mon prof de terminale, pareil, il était très carré, il ne se souciait clairement pas qu'on puisse l'apprécier ou pas. Bon après, il s'adressait à un public différent, on était en terminale S, il n'avait pas forcément à nous séduire, j'ai envie de dire.
On était là pour travailler, les mathématiques étaient la matière principale. Donc ils n'avaient pas à faire ce travail de séduction, j'ai envie de dire, entre guillemets. Nous en collège, c'est carrément la porte d'entrée. On perd beaucoup d'élèves parce que les mathématiques, déjà, ça représente quelque chose d'insurmontable pour beaucoup. Donc, je pense qu'une grosse part de notre métier, c'est quand même de démystifier cette idée-là des mathématiques. Tout se passe comme s'il valait mieux séduire qu'être sévère et rigoureux. Serge rêve d'une relation pédagogique harmonieuse où se trouve éradiquer la vulnérabilité, liée à l'impossible omnipotence. Janine Fillou, 1974, montre comment sous le contrat objectif définissant l'acte pédagogique, « Je suis là pour enseigner, vous êtes là pour apprendre », se cache un autre contrat. Le don de savoir et le don de sa personne par l'enseignant appelle en échange le don total de l'élève et sa soumission. Et cela quelle que soit la pédagogie, directive ou non directive, quelle que soit la stratégie, autorité ou séduction. L'alternance de séduction et de rejet, au cas où l'élève ne se soumet pas, n'a qu'un but inavoué, ne pas admettre l'avènement d'une différence, l'apparition d'un écart entre les sujets. Des enseignants modèles à qui l'on ne voudrait pas ressembler. Valérie et Sylvie évoquent le cas d'enseignants remarqués comme modèles, mais auxquels on ne veut pas ressembler, car ce serait se laisser envahir sur un plan personnel par le métier. Valérie. Je me souviens d'avoir été, quand j'étais à la fac, j'ai vu une enseignante dans sa classe. On avait des stages, qui faisaient beaucoup de choses, qui différenciaient beaucoup, qui étaient passionnés enfin. Ça m'a marqué. Je me suis dit que c'était super. Mais par contre, elle donnait tout pour sa carrière, pour ses élèves surtout, et que, elle devait y passer tout son temps libre. Donc, je m'étais dit que je ne le ferais pas. Rire. C'est une résolution difficile à tenir. L'implication personnelle semble telle, pour être un enseignant modèle, que cela n'apparaît pas jouable sans y sacrifier tout son temps libre, ce que Valérie refuse de faire. Mais elle reconnaît que cette ligne de conduite est difficile à tenir, tant l'implication la touche elle-même dans sa personne et tant il est impossible d'exercer ce métier sans s'impliquer. Si la mère de Sylvie est pour elle une enseignante modèle, elle est ressentie comme une femme trop impliquée dans sa vie professionnelle, au point de ne plus avoir de vie propre et d'être devenue esclave de sa vie. Le modèle devient alors un modèle repoussoir, jamais de la vie, jamais de la vie. Sylvie. Un personnage qui m'a marqué ? Ben ma mère ? Elle est l'antithèse de ce que je voulais devenir plus tard. Rire, parce que ma mère elle faisait tout le temps. La maison, les enfants, le travail, c'était tout le temps, non-stop. Et je me disais, moi, je ne veux pas devenir ça. Moi, je ne veux pas être une esclave plus tard quand je serai adulte. Ce n'était pas vrai, mais quand on est adolescent, on voit cette image-là, cette impression d'être esclave de sa propre vie, quoi. On a des enfants. Il faut qu'on s'occupe des enfants. On a une famille, il faut s'occuper de sa famille. Et le soir on rentre, et on fait les devoirs, et on prépare à manger, et une fois qu'on a couché les enfants, on travaille pour sa classe le lendemain, et puis son mari qui n'est pas capable de faire quelque chose. Où est-ce qu'elles sont mes chaussettes ? Mais je me disais, mais c'est horrible, je ne veux pas devenir comme ça. Je ne veux pas devenir comme ça. Et de rentrer le soir, et d'avoir encore du travail. C'est pour ça que quand j'ai arrêté l'école, si on m'avait dit 10 ans plus tard tu seras instit, j'aurais rigolé, en disant jamais de la vie, jamais de la vie. Pour résumer, la pulsion d'emprise à l'origine du désir d'enseigner propose deux versants possibles de l'autorité pour engager la domination, la contrainte et la séduction. Les enseignants rêvent d'une relation harmonieuse, sans conflit, où l'élève se laisse conduire sans résistance là où il ne veut pas forcément aller. Pour les sujets interrogés, les personnages marquants sont alors les enseignants séducteurs, qui semblent vaincre la résistance du sujet sans conflit en permettant de satisfaire le besoin d'être reconnu et de se faire aimer. Mais l'amour ne supprime pas l'agressivité. Celle-ci se greffe sur la frustration qui naît, comme le souligne Mélanie Klein, du retrait du sein de la mère et de son absence. Car tout amour est menacé de ne pas être partagé, menacé d'être abandonné. La séduction n'évite pas le rejet, au cas où l'élève ne se soumet pas. La séduction n'évite pas les conflits,
et n'éradique pas la vulnérabilité liée à la résistance de l'emprise sur l'autre par l'autre. Les perspectives. Pour approcher les perspectives d'évolution professionnelle envisagées par les enseignants, il leur est demandé comment ils se projettent dans l'avenir, sur 5 ou 10 ans. La réaction à la question révèle une certaine difficulté à répondre, sans doute en lien avec l'étroitesse objective de la possibilité d'évolution de carrière des enseignants. Certains manifestent clairement le sentiment d'une évolution impossible, et s'imaginent toujours dans l'exercice des mêmes fonctions dans 5 ou 10 ans. Soit parce qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils font, et qu'ils n'ont aucune raison de changer, soit parce qu'ils ne voient pas du tout une autre option possible pour eux. Tout juste peuvent-ils envisager de changer de classe ou d'école, pour échapper à la routine. D'autres expriment de manière hypothétique le désir d'accéder à des fonctions hiérarchiquement plus élevées. Conseiller pédagogique, formateur d'enseignants, voire quitter l'enseignement primaire pour devenir professeur de collège. Mais ces objectifs restent des hypothèses en l'air qui s'inscrivent dans l'inaccessible. Car à peine sont-elles énoncées comme une éventualité possible et désirable, qu'elles sont renvoyées à des obstacles insurmontables. Le manque de temps, la difficulté de se remettre à passer des concours, le manque de confiance en soi. Une difficulté à répondre, on se voit toujours enseignant. Les enseignants sollicités ont beaucoup de difficultés à se projeter dans l'avenir, avec des perspectives d'évolution professionnelle. Eugène se voit toujours enseignant car il se plaît dans ce qu'il fait. Mais l'évocation du devenir envisagé trouble l'énonciation. Eugène. Dans 5 ans ou plus ? Silence. Je me vois toujours comme enseignant. Je me plais dans ce que je fais actuellement. J'apprécie ce que je fais. Je n'éprouve pas une souffrance ni un mal-être ou quelque chose de ce genre. Après, je me pose la question, qu'est-ce qui pourrait m'inciter à quitter la classe ou à quitter l'école dans laquelle je suis ? J'en ai discuté avec d'autres. Ce sera peut-être le manque d'imprévu. Aujourd'hui, demain, je sais d'avance ce qu'il va se passer dans l'école. Il n'y a plus de surprise, ça tourne comme on dit. Alors peut-être bien que ce qui me donnerait envie d'aller voir ailleurs, tout en restant à l'éducation nationale. Ce serait l'envie de me confronter à du nouveau, de l'inconnu, du risque. Là, c'est un peu la routine. Le besoin de répéter la question, comme pour s'assurer de l'avoir bien compris, le petit mot qui accompagne la répétition, marquant l'hésitation et le silence qui s'ensuit, avant de répondre en toute certitude, constituent les marques d'une difficulté ou d'un trouble dans l'élaboration du discours. Eugène ne voit aucune raison de ne plus être enseignant, puisqu'il se sent bien dans ce qu'il fait, qu'il n'éprouve aucune souffrance, ni aucun mal-être. Cette manière d'affirmer n'avoir aucune raison de changer, laisse penser en négatif qu'exprimer un désir de changement signerait une souffrance ou un mal-être dans l'exercice de la profession et ferait d'Eugène, aux yeux de son interlocuteur, un mauvais enseignant, car exercer cette profession sans s'y sentir bien, ce serait l'exercer mal. Eugène ne manque de souligner, immédiatement après avoir affirmé qu'il se voyait toujours enseignant, qu'il pourrait un jour se sentir menacé par la routine, par le manque d'imprévu et en creux, par l'ennui. Dans ce cas, il pourrait envisager de changer de classe ou de changer d'école. C'est ce qu'il appelle l'envie d'aller voir ailleurs. Mais il ne s'agit pas de changer de profession. Patrick ne parvient pas à se projeter dans le futur. Il ne sait pas ce qu'il pourrait être dans 5 ou 10 ans, mais il ne sait pas non plus s'il tiendra longtemps dans ce métier d'enseignant. Patrick. Enfin, de là à me projeter dans le futur très longtemps comme enseignant, je ne sais pas. Je ne sais pas si je tiendrai longtemps. Ça a un côté angoissant en fait. Maintenant, je ne me vois pas faire quelque chose d'autre. J'espère simplement que si cela ne m'amuse plus un jour, je serai capable de faire autre chose, parce que c'est le genre de métier qui ne peut pas fonctionner si l'on ne s'y sent pas bien. Et j'ai trop connu d'enseignants aigris, usés, qui n'arrivaient pas à s'en sortir, silence prolongé. La question pose au sujet le problème de sa vulnérabilité dans la fonction. Pour le moment tout va bien, mais on peut arriver à ne plus supporter l'enseignement et justement il a connu trop d'enseignants qui se sentaient mal dans leur métier et qui pourtant continuaient. Lui ne se voit pas faire autre chose. Donc il s'y sent bien. Il ne peut qu'être enseignant. Il ne sait rien faire d'autre. Alors si un jour, il lui arrive de ne plus supporter les élèves ou l'exercice du métier, il devra trouver autre chose.
Parce que c'est le genre de métier qui ne peut fonctionner que si l'on s'y sent bien. Et il espère être capable à ce moment-là de faire autre chose, mais il en doute. Ce côté angoissant, parfaitement énoncé, est souligné par le silence prolongé qui vient clore la séquence et qui semble nous en dire long. La question de sa projection dans le futur sur une période de 5 à 10 ans dérange. Répondre, c'est révéler sa vulnérabilité. Serge se lance dans un long préambule pour souligner l'absurdité de la question. Il tergiverse avant de pouvoir y répondre. Serge. C'est une bonne question, rire, ma vie au plan personnel a beaucoup changé cette année. Donc les projets que j'avais l'année dernière ne sont plus forcément d'actualité. Je suis arrivé sur l'Académie de Paris l'année dernière. J'envisageais de rester pas plus de 2 ans, donc là j'aurais dû repartir. J'ai rencontré quelqu'un à Paris, donc je vais rester un peu plus longtemps. Après, du point de vue enseignement, les perspectives de carrière, si on peut parler de carrière, sont assez restreintes au final. Évoluer dans la fonction enseignante, c'est pas forcément d'une évidence pure. Oh, dans 5-10 ans, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre qu'enseignant. De toute façon, ça me plaît, je suis toujours là-dedans. Le commentaire sur la question, c'est une bonne question, est suivi d'un rire gêné de connivence et apparaît comme une forme d'ironie sur une question jugée absurde. Comment pourrait-il se projeter dans 5 ou 10 ans, alors que ses projets de l'année dernière sont déjà obsolètes? Il y a des aléas qui rendent la moindre projection improbable ou absurde. Là, c'est une rencontre qui a bousculé sa vie et ses projets. Ce long développement vise à contester la pertinence de la question. Ce détour lui donne le temps d'élaborer une réponse liée à une réalité objective. Les perspectives d'évolution de carrière sont restreintes. La phrase « évoluer dans la fonction enseignante, c'est pas forcément d'une évidence pure » renvoie au sentiment d'être dans une nasse, privée de perspective. Quand bien même il voudrait faire autre chose, l'institution ne le permet pas, il n'y a pas de passerelle ou peut-être, il y aurait plus à y perdre. La réponse directe à la question est énoncée à la fin de la séquence, une fois les tergiversations posées. Oh, dans 5-10 ans je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre qu'enseignant. Et cette phrase est immédiatement justifiée par le fait d'être bien dans ce qu'il fait. De toute façon ça me plaît, je suis toujours là-dedans. Valérie ne parle que de son statut de maître supplémentaire, susceptible d'être remise en cause par le nouveau gouvernement. Valérie. C'est très flou, rire. Comme je viens de commencer là, maître supplémentaire, ça me plaît bien. J'ai envie de poursuivre. Mais comme je sais que malheureusement ça risque de durer, pas forcément de ne pas se poursuivre, donc je ne sais pas. Je ne me représente pas pour l'instant. Est-ce que je reprends une classe banale, est-ce que... Je ne peux pas dire pour l'instant. Pour l'instant je suis bien dans le... comme maître supplémentaire, mais je pense que malheureusement bientôt il risque de ne plus... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.